Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le conflit armé entre généraux entre dans son 10e mois au Soudan. Pour le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée régulière, aucun processus politique ne pourrait avoir lieu avant l'élimination de la rébellion menée par les paramilitaires. Plus que 3 semaines avant l'élection présidentielle tant attendue au Sénégal, le Premier ministre Amadou Ba fait partie des 20 prétendants à la magistrature suprême. S'il est élu, le candidat de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, s'engage à poursuivre le plan Sénégal émergent lancé par le président sortant Macky Sall. Et un mois après sa reconduction au poste de Premier ministre, Christian Tsay a prononcé son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale malgache, un programme qui s'étend de 2024 à 2028, porté sur la bonne gouvernance, la promotion de l'industrie ou encore la transformation économique. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, les combats se poursuivent à l'est du pays, dans la province du Nord Kivu, entre l'armée et le groupe rebelle M23. Ce vendredi 2 février, un engin explosif est tombé près d'une école primaire en périphérie de la ville de Goma, ce qui a provoqué un mouvement de panique dans la zone. 2 personnes ont été blessées et plusieurs habitations ont été endommagées, selon le porte-parole de l'armée au Nord Kivu. La bombe aurait été tirée par l'armée rwandaise et leurs alliés du M23 à partir de la colline de Kagano. L'intensification des affrontements a déjà fait une dizaine de morts depuis la semaine dernière. Rappelons que les offensives menées par le M23 dans l'Est congolais ont repris depuis maintenant près de 2 ans. 10 mois déjà que les généraux se disputent le pouvoir au Soudan. Les tentatives de médiation à l'échelle régionale et internationale sont restées infructueuses. Pour le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée régulière et président du Conseil souverain de transition du Soudan, aucun processus politique ne pourrait avoir lieu avant de mettre fin à la rébellion des paramilitaires. Plus de détails avec Mildred Diamou. Pas de processus politique avant la fin de la rébellion. C'est la position affichée par le général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain de transition du Soudan le 31 janvier 2024. S'adressant aux officiers et soldats de l'armée à Sénat, au centre du pays, le chef de l'armée soudanaise a déclaré qu'il n'y aura pas de processus politique au Soudan tant que la rébellion des forces de soutien rapide ne sera pas éliminée. Le général al-Burhan a réitéré l'engagement de l'armée nationale à mettre fin au conflit dans le pays afin de permettre notamment le retour rapide des déplacés. Si nous ne mettons pas fin à ce cauchemar, le pays n'aura pas de processus politique. Par conséquent, vous devriez nous soutenir et coopérer avec nous pour accomplir cette mission. Les solutions sont que les rebelles doivent quitter les foyers des citoyens, que chaque citoyen retrouve ses droits et que chaque personne retourne chez elle. Il n'y aura pas de solution à l'ombre du pillage et de l'occupation. Pour le général al-Burhan, la solution à la crise politique au Soudan devrait être trouvée en interne, sans l'intervention d'une partie extérieure. Indiquant des signes de victoire vers la fin du conflit, le chef du Conseil souverain de transition s'est prononcé en faveur d'une paix qui préserve les droits et la dignité du peuple soudanais. Il a déclaré que le chef des forces de soutien rapide et ses collaborateurs seraient tenus responsables de toutes les violations commises par leurs milices contre des citoyens. Les déclarations du général Abdel Fattah al-Burhan sur l'élimination des RSF sont consécutives à la présence du procureur de la Cour pénale internationale au Tchad, le procureur Karim Khan, qui est au Tchad justement pour enquêter sur les exactions graves commises au Soudan, notamment des menaces de génocide. Et ces propos sont à la fois un appel des pieds au procureur général de la CPI pour qu'il se saisisse du dossier des violations graves des droits de l'homme au Soudan, mais en même temps une menace ou un épée de Damoclès juridique qu'il brandit vis-à-vis des RSF pour que ceux-ci enfin puissent rendre les armes. Des sources officielles affirment qu'au cours du mois de janvier 2024, des discussions ont eu lieu à Bahreïn entre des hauts dirigeants de l'armée soudanaise et des forces paramilitaires de soutien rapide afin de parvenir à un consensus. Pour le général al-Burhan, l'évacuation des domiciles des citoyens par les forces paramilitaires reste un prérequis.
pour reprendre des discussions. Le conflit opposant l'armée soudanaise aux forces paramilitaires de soutien rapide depuis le 15 avril 2023 a déjà fait plus de 13 000 victimes et plus de 9 millions de déplacés, selon le Bureau humanitaire des Nations Unies. Également dans l'actualité, au Tchad, le Conseil constitutionnel vient d'être installé. Les membres de cet organe déterminant chargé de valider les processus électoraux ont décidé de porter Jean-Bernard Padaré à la tête de l'institution, une nomination critiquée par l'opposition qui dénonce la proximité de cet ancien avocat avec la famille Déby. En tant que président du Conseil constitutionnel, Jean-Bernard Padaré aura le dernier mot sur le processus électoral prévu à la fin de cette année dans le cadre de la marche pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Plus que 3 semaines avant l'élection présidentielle du 25 février au Sénégal, 20 candidats sont en lice pour succéder au président sortant Macky Sall qui arrive au terme de son 2e et dernier mandat. Son dauphin, le Premier ministre Amadou Ba, candidat de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar, compte poursuivre s'il est élu le plan Sénégal émergent en donnant toute son importance à la diaspora et au secteur privé. Les explications de Mildred Diamou. Le Sénégal se mobilise pour une élection historique qui, pour la première fois, ne verra pas la participation du président sortant. Le 25 février 2024, les Sénégalais seront aux urnes pour choisir parmi les 20 candidats retenus celui ou celle qui succédera au chef d'État Macky Sall. Amadou Ba, Premier ministre et candidat du parti présidentiel Alliance pour la République et de la coalition Benno Bokk Yakaar pour ce scrutin rassure, avec d'importants projets en vue qui prennent en compte la diaspora considérée depuis 2012 par le gouvernement comme la 15e région du Sénégal et comme un moteur clé de l'économie. Les transferts de fonds de la diaspora vers le Sénégal constituent environ 12% du produit intérieur brut du pays. Nous avons pris en compte la diaspora dans notre programme de façon stratégique avec l'option de segmentation et d'accompagnement pour tous ceux qui veulent venir dans le pays, mais également nous allons enrichir notre offre programmatique. Le président Ba a pris l'option de créer une banque nationale d'investissement. Cette banque sera le cœur d'un pôle financier qui va regrouper toutes les entités pour que chacune de ces entités apporte sa part dans la contribution dans la construction de notre pays. En plus de la diaspora, le gouvernement sénégalais a placé le secteur privé au cœur de la mise en œuvre de la 3e phase quinquennale du plan Sénégal émergent pour la période 2024-2028. Ce segment représente près de 90% des entreprises dans le pays. Dans sa vision de développement, le candidat Amadou Ba veut notamment accroître la contribution des entrepreneurs et du secteur privé dans l'économie sénégalaise, projetée pour croître à 9,2% en 2024, selon le président Macky Sall. Nous avons l'ADER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes. Dans nos pays, le secteur privé en lui-même n'a pas forcément suffisamment de ressources pour financer ses activités et ses projets. Donc c'est l'État qui va accompagner tous ces projets-là pour en fait que le secteur privé participe de façon décisive à la stratégie de prospérité partagée que le président Ba veut mettre en œuvre. La stratégie d'Amadou Ba s'appuie sur les réalisations du président Macky Sall à la tête du pays. Sur le plan politique, le candidat à la présidentielle souhaite notamment consolider les acquis du Sénégal en matière de paix, de stabilité et de sécurité. Il compte également œuvrer à la création d'emplois décents pour les jeunes en vue de garantir une prospérité partagée. Le cap est donné à Madagascar. Le Premier ministre Christian Tse a prononcé le 1er février son discours de politique générale de l'État devant l'Assemblée nationale. Un programme qui s'étend de 2024 à 2028 et qui accompagnera le 3e mandat du président André Joël, réélu en novembre dernier. Les précisions de Nathalie Mauve.
De 2024 à 2028, le programme de politique générale du gouvernement se concentrera autour de la bonne gouvernance, marquée par la lutte contre la corruption, la valorisation du capital humain ainsi que la promotion de l'industrie et la transformation économique. La conduite de l'action gouvernementale tout au long du 3e mandat du président Andry Rajoelina a été présentée à l'Assemblée nationale par le Premier ministre de Madagascar, Christian Tshai, le 1er février 2024. Tolérance zéro à l'égard de la corruption et la fraude à tous les niveaux, particulièrement dans les marchés publics et les concours administratifs. De nouvelles formes d'organisation seront ainsi mises en place à partir des doléances en ligne. Les réseaux de vol de terrain appartenant à autrui ou à l'État seront également dans le collimateur du gouvernement qui va renforcer la surveillance et le contrôle. La mise en œuvre d'un véritable pacte de l'industrialisation fait partie des principales promesses de campagne électorale du président Rajoelina, reconduit à la tête de Madagascar en novembre 2023. Ce pacte est destiné à façonner l'avenir de l'industrie du pays pour les 20 et 30 prochaines années. L'ambition de l'exécutif malgache vise à faire du secteur industriel le moteur de la croissance économique avec une contribution PIB de l'ordre de 20%. Nous exporterons soit 15 tonnes d'or d'ici 5 ans, soit 15 tonnes par an. L'État prévoit ainsi de promouvoir l'exploitation de l'or industriel pour appuyer l'exploitation artisanale. Le programme de politique générale du gouvernement à Madagascar a reçu l'approbation de l'ensemble des députés des 3 groupes parlementaires, de l'IRD, du GPR et des indépendants selon les dispositions constitutionnelles. Le Premier ministre Christian Tshai prévoit des résultats visibles de la mise en œuvre du programme gouvernemental dans 100 jours. Le commerce intra-africain se concrétise 3 ans après l'entrée en vigueur de la ZLECAf. L'Afrique du Sud a réalisé le 31 janvier ses premières exportations de produits locaux dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. La nation arc-en-ciel rejoint ainsi les 12 pays sur les 47 signataires qui s'échangent déjà des produits dans le cadre de cette zone préférentielle. Le point avec Nathalie Mo. La mise en œuvre du commerce préférentiel dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, est devenue une réalité en Afrique du Sud le 31 janvier 2024. Le pays a opéré sa première expédition de produits Made in South Africa vers les États parties à la ZLECAf, participant à l'initiative commerciale guidée élargie, le GTI, notamment le Ghana, l'Égypte, le Rwanda et la Tunisie. Du cuivre, des réfrigérateurs, du ciment, des produits congelés et des produits pharmaceutiques font partie des articles contenus dans cette cargaison. This shipment demonstrates that the African Continental Free Trade Area. Cette cargaison démontre que la zone de libre-échange continentale africaine est devenue une réalité, faisant avancer le rêve d'une Afrique toujours plus grande et plus forte. Taking forward the dream of an ever larger and stronger Africa. En 2023, les échanges entre l'Afrique du Sud et le reste de l'Afrique dans le segment des intrants automobiles ont pesé plus de 200 millions de dollars. Le président Cyril Ramaphosa a salué cette performance, indiquant que la ZLECAf représente un levier important du développement industriel inclusif du continent africain. I want to drink coffee from Kenya. Je veux boire du café du Kenya, je veux consommer du sucre des Swatini. Je souhaite conduire un véhicule dans lequel le faisceau a été assemblé au Botswana. Ainsi, la zone de libre-échange continentale africaine crée la plus grande zone de libre-échange au monde en termes de nombre de pays et a le potentiel d'apporter des changements transformateurs et d'énormes opportunités aux économies et aux entreprises africaines. Tremendous opportunities to African economies and businesses. Le chef d'État sud-africain a déclaré que le protocole sur les femmes et les jeunes dans le commerce contribuera à garantir que la ZLECAf contribue à une croissance et un développement inclusif. Le président Ramaphosa appelle à former des champions africains dans les domaines de la finance, du commerce de détail et des télécommunications, mais aussi à saisir les opportunités offertes dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, des voitures et des camions, de l'habillement et du textile.
C'est un nouveau drame qui pose question sur les installations de stockage de matériaux combustibles en zone urbaine. Au Kenya, un quartier de la capitale Nairobi a été dévasté par un incendie dans la nuit du 1er au 2 février. En cause, l'explosion d'un camion chargé de gaz. Ce drame a fait au moins 2 morts et plus de 200 blessés. Les détails de Samantha Saberu Sabwanga. La capitale kenyane, Nairobi, a été le théâtre d'un terrible incendie à la suite de l'explosion d'un camion chargé de gaz dans la nuit de jeudi à vendredi. Après plusieurs heures, l'incendie qui s'est déclaré vers minuit et a mobilisé de nombreux pompiers a été maîtrisé vers 9 h selon la presse locale. 2 personnes y ont perdu la vie et plus de 200 autres blessés, a déclaré vendredi 2 février 2024 le porte-parole du gouvernement kényan, Isaac Mwara. La première des choses, et c'est le risque, c'est que les gens pensent que le gaz est dangereux et qu'ils s'en méfient et qu'ils se retournent vers du charbon pour se tuer au gaz de cuisson. Et ça, ce serait la plus mauvaise des choses. Et ce serait l'impact le plus négatif parce qu'il peut être durable. Maintenant, le plus important, c'est d'étudier quelles ont été les faiblesses réelles qui ont conduit à cette explosion. Selon les propos du chef de la police Wesley Kimeto, le bilan pourrait s'alourdir dans les prochains jours. Le feu a endommagé plusieurs véhicules et propriétés commerciales dans de nombreuses petites et moyennes entreprises. Des maisons d'habitation de quartier ont également pris feu. De nombreux habitants ont passé la nuit dehors. Parce que si le gaz explose, ça sous-entend qu'en fait il y a eu une fuite et il y a eu une étincelle. Et c'est à ce niveau-là que l'on doit être en mesure de vérifier si oui ou non les conditions opérationnelles au niveau du centre de remplissage respectent les normes. Et c'est là-bas que je trouve être la difficulté. L'Europe, les États-Unis, le Canada fonctionnent à 99% en matière de cuisson avec du gaz. Et on ne peut pas comprendre que ce genre d'activité arrive justement là où le taux d'utilisation est faible. Ça voudrait simplement dire qu'au niveau des normes, il y a des faiblesses. Et c'est là qu'il faut investiguer. Les habitants d'Embasiki dénoncent le stockage sans contrôle de gaz et d'essence au milieu des zones dites d'habitation. En juin 2018, au moins 15 personnes avaient été tuées et plus de 70 autres avaient été blessées dans l'incendie du plus grand marché à ciel ouvert de Nairobi. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.